Dans la saison 1, ce sont les femmes qui ont parlé. Elles ont raconté ce que voulait dire pour elles la liberté volée, ces prisons invisibles qui sont érigées et dont elles sont très souvent victimes par la peur, la violence, la manipulation et le contrôle. Mais surtout, elles ont raconté la reconquête, ce moment où elles se relèvent, parfois seules, parfois aidées, parfois au prix de tout. Cette année, nous retournons le miroir. Le micro est passé aux hommes. Qu'est-ce que les hommes voient quand une femme dit se libérer? Qu'est-ce qu'ils n'osent pas dire? Qu'est-ce qu'ils comprennent, même tardivement? Et comment peuvent-ils devenir des alliés concrets? Bienvenue dans Cible, la femme vue par les hommes. Regard d'homme, ce podcast qui explore le regard des hommes sur les femmes pour mieux comprendre, dialoguer et avancer ensemble ou pas. Bienvenue à l'épisode 5, Liberté de femmes. De quoi les hommes ont-ils peur? Car les hommes ont désormais face à eux des femmes qui refusent d'être sous contrôle. Nous explorons aujourd'hui à travers notre invité le regard des hommes sur la rupture, la reconstruction et le courage. Installez-vous, ouvrez grand les oreilles et place à la vérité. Bonjour Patrick. Bonjour Ingrid. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais bien et merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de répondre à cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors sans plus tarder, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs et auditrices. Très bien, je suis Patrick Déo, papa de 4 enfants, 3 garçons, une fille. Waouh. Un premier mariage où j'avais eu 2 enfants, un second mariage où j'ai eu un enfant. J'avais eu un enfant précédemment. Donc c'est un sujet qui me parle effectivement. Aujourd'hui, dans le monde séculier, je suis ingénieur de formation et je travaille chez Vinci. Merci beaucoup Patrick. On voit bien que tu es effectivement confronté à au moins 2 femmes dans ton sillon de tous les jours. Tout à fait. Alors, la première question. Quand une femme commence à s'éteindre, est-ce que les hommes le voient? Très bonne question Ingrid. D'abord, je voudrais parler d'une chose. L'objectif ici n'est pas un combat entre les hommes et les femmes. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ni de culpabiliser certains. C'est vrai. Je tiens déjà à m'excuser si dans mes interventions je culpabiliserai certains, mais c'est surtout une prise de conscience et une transformation de cœur. Maintenant, est-ce que les hommes voient? Je dirais 2 choses. Il y en a des hommes qui voient, effectivement, mais pas toujours avec lucidité. Les signes extérieurs ne sont pas toujours évidents. Certains hommes vont voir quelques signes extérieurs. Le fait, par exemple, qu'il y ait moins de joie, moins de partage, moins d'élan, plus de silence, plus de fatigue émotionnelle. Voilà. Mais ils ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire ultérieurement. Parce qu'une femme a cette capacité à continuer à assumer malgré le fait qu'elle ne soit pas bien, en fait, tout en étant déjà éteinte à l'intérieur. Et parfois, il y a des hommes aussi qui minimisent. Ça va lui passer. On entend beaucoup ça. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Nos mamans aussi ont connu ces moments. Voilà, il faut faire comme nos mamans et ça se passait bien. Ou alors ils évitent parce qu'ils préfèrent éviter ne pas avoir de conflit. Voilà. Alors que le conflit, ne le prenez pas mal, mais c'est une très bonne chose parce que le conflit fait se poser des questions et le conflit nous met face à nos difficultés pour trouver des solutions. Ou alors, il ne sait juste pas quoi faire parce que lui aussi, il a eu des souffrances émotionnelles. Voilà. Et j'aimerais dire aussi au travers de cette question que aimer, ce n'est pas simplement ne pas faire de mal, c'est apprendre à voir vraiment l'autre comme Jésus nous le montre. Jésus voyait les personnes et il n'ignorait personne en fait. C'est vrai. Voilà. Voilà, il remarquait leur fatigue, même quand personne ne disait rien en fait. Et c'est aussi ça que doit être un couple. Un homme doit avoir cette capacité à pouvoir voir quand sa femme va bien, quand sa femme ne va pas bien. Voilà. Alors, c'est vrai que là, tu es en train de parler de couple, mais en réalité, on a plusieurs types de relations, justement. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça s'exprime
de manière un peu plus parlante dans un couple parce que vous êtes ensemble tous les jours. Mais en réalité, on se rend compte que c'est bien au-delà du couple. On retrouve les mêmes sujets dans nos lieux de travail. Tout à fait. Et voilà, et la question, c'est de savoir. En fait, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi en fait les hommes, tu l'as dit tout à l'heure, ils n'arrivent pas à lire. Est-ce que c'est une histoire culturelle ou c'est juste parce qu'on n'a pas envie de voir pour ne pas avoir la responsabilité de changer les choses? Pour ma part, je pense qu'il y a les deux, en fait. Il y en a beaucoup qui sont cantonnés dans leur position et se dire bon, ça a marché comme ça, pourquoi est-ce que ça ne marche pas aujourd'hui? Et tu fais bien de le dire parce que l'être humain est un être de relation, en fait. C'est vrai que j'ai pris l'exemple d'un couple, mais on le prend même que ce soit avec nos amis, que ce soit avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. On voit toujours que derrière tout ça, il y a une notion de lien, en fait. C'est de dire quel est le lien que nous avons construit, en fait. Sur quelle base repose notre lien, en fait? Parce que lorsqu'une personne ne va pas bien, avec qui, justement, on a construit quelque chose, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va venir autour du lien, en fait. C'est-à-dire le fait de ne pas prendre en compte que le lien est vraiment très, très important. Et nous n'avons pas tous été éduqués à bâtir de bons liens, en fait. Nous avons tous eu des liens qui se veulent différents. Par exemple, je vais te prendre une phrase, un homme doit être fort, voilà. Voilà, ça peut passer par là, mais je suis avec ma femme, elle passe par des moments difficiles, non, mais il faut qu'elle tienne, ça va aller, parce qu'elle est beaucoup plus forte que ça. Alors que parfois, on a juste besoin d'écoute. Parfois, elle a juste besoin d'écoute. Parfois, elle a juste besoin de savoir que l'autre prend en compte qu'elle existe, en fait, qu'elle n'est pas juste là à son service, en fait. Je pense qu'il y a des deux, en fait. Certains ne connaissent pas et d'autres sont restés figés sur leur position. Donc, en fait, on peut dire que l'aveuglement face à ce que les femmes peuvent vivre n'est pas forcément volontaire, mais peut l'être. Tout à fait. Ok. Et tu as parlé tout à l'heure des hommes qui minimisaient ce que les femmes vivent. Oui. Voilà. On va voir, par exemple, des hommes qui disent elle exagère, elle exagère, ou alors c'est juste une dispute, ça va passer, des choses comme ça. Et ma question, c'est de savoir pourquoi ils minimisent. Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que la femme ressent, ou c'est juste parce qu'ils ont peur de reconnaître? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses, en fait. Il y a l'éducation, que je peux citer en premier. Beaucoup d'hommes ont grandi en réprimant les émotions, en fait. Chez beaucoup d'hommes, on leur a pas appris à avoir les émotions. On leur a appris simplement un homme doit être fort. Je me rappelle enfant, quand on disait mais un homme ne pleure pas. Tu es une femme ou quoi? Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, ce qui fait que Totalement. le fait d'écouter ça nous pousse quelque part à ce que ça devienne une réalité pour nous, même peut-être une vérité, en fait. N'oublions pas que nous sommes le produit de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons connu et de ce que nous avons appris, en fait. Et tout ça font partie de nous. Donc, il y en a parfois qui peuvent aussi exprimer, du coup, quand une femme exprime ses craintes, ses peurs, ils peuvent se sentir menacés ou dépassés. Ça, c'est le premier point, notamment celui de l'éducation. Le second point peut être la peur de se remettre en question aussi. La femme peut reconnaître la souffrance de l'autre. C'est parfois accepter qu'on a participé de façon involontaire. Oui, aussi c'est pas faux. à cette souffrance. Par exemple, elle te dit, oui, voilà, tu m'as fait ceci, tu as fait cela, voilà ce que ça m'a fait, je ne suis pas bien. Ben, quelque part, il sort de sa posture de l'homme, quoi. Voilà. C'est aussi ne pas accepter sa vulnérabilité. D'accord. Tu vois? Donc, tu as dit tout à l'heure, il sort de sa posture de l'homme. Ça m'intéresse. C'est quoi la posture de l'homme, justement? Parce que on entend ça beaucoup. Tout à fait. L'homme aussi, en fait, on a beaucoup de... Et moi, j'ai dit que c'est des choses qui nous ont bâtis, qui ont eu peut-être... il faut dire qu'on est passé sur
plusieurs modes de fonctionnement. On a eu un premier mode de fonctionnement qui a été matriarcal, quand on regarde un peu l'évolution matriarcale, où tout était tourné autour de la maman, voilà, qui était vraiment celle qui allait cultiver, qui allait assurer l'équilibre du couple. Voilà. Ensuite, on a eu cette évolution patriarcale, où finalement, tout tournait autour du patriarche. Et ça, si je prends par exemple le cas de l'Afrique, pour ne pas citer, on a beaucoup ce mode-là qui nous a construit, où le papa reste le patriarche, le guide, voilà. L'exemple, celui qu'on doit suivre, celui pour qui on ne discute pas, on n'a pas le droit de réfléchir, tout ce qu'il dit est censé être bien. Ce qui fait que là, on est plutôt assujetti plus au devoir qu'au droit. Et ensuite, il y a cette grande évolution, d'ailleurs, qui est aussi bien, qui est celle aussi de la révolution des femmes. Ce n'est pas depuis très longtemps, hein, mais c'est quelque chose aussi où la femme a commencé à revendiquer ses droits. On est passé d'une société de devoir à une société de droit, où la femme exprime ses droits, elle exprime ses aspirations. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'homme qui a grandi dans un mode patriarcal, qui arrive dans une société telle que celle d'aujourd'hui, il est perdu en fait. Il n'a pas connu ça. Il a perdu son repère. Il a toujours vu sa maman ne rien dire. Il a toujours vu sa maman ne pas exprimer ses émotions. Et ce qu'on a vu dans ça, c'est que... Et du coup, pour lui, c'est ça l'exemple. En fait, j'ai beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais regarde nos mamans, elles ne discutaient pas. » Mais le comble, c'est que beaucoup de nos mamans ont eu de l'attention, en fait. Ça veut dire qu'elles ont gardé quelque chose en elles, en fait. Et ça a créé en elles des maladies. Ça a créé en elles des maladies, effectivement. Et du coup, passer de cette culture patriarcale qui est une culture de domination vers une culture d'équilibre, je veux dire, elle n'est pas évidente pour certains. La femme est vue comme celle qui s'adapte, celle qui supporte en fait. Or, la femme ne veut plus de ça en fait. Elle dit simplement, je suis là, je suis un être à part entière. Et maintenant, c'est une nouvelle construction pour l'homme. Et minimiser cette douleur justement pousse certaines femmes aussi à se renfermer. Totalement. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, au début de notre échange, on parlait tout à l'heure des signes extérieurs. On va voir une femme qui n'est plus souriante, elle s'éteint, elle perd même son éclat. Parfois, elle perd même la beauté. Parfois, ça va plus loin, elle se suicide. Tout à fait. Tout simplement parce que elle n'est pas entendue, elle n'est pas comprise. Et justement, tu fais un pont par rapport à quelque chose qu'on remarque aussi, les hommes aujourd'hui, tant que ce ne sont pas des coups physiques donnés à la femme, ce n'est pas forcément reconnu comme j'ai envie de dire, comme un coup, justement. Et pour moi, c'est dangereux, voire toxique. Oui, tout à fait. Parce que en fait, il faut savoir que la violence n'est pas simplement physique. La violence émotionnelle est plus grave. La violence psychologique, ça tue, ça détruit quelqu'un en fait. Je ne dis pas que la violence physique est bonne. Il ne faut pas. Et les gars, c'est interdit. On ne touche pas à sa femme. On ne touche pas à son ami. On ne tape pas sur l'autre. Voilà. On peut ne pas être d'accord. On a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Voilà. Chacun doit trouver des points, un dialogue. Voilà. Pour revenir maintenant là-dessus, je dis qu'on vit une société où justement on est passé plutôt sur la violence des paroles en fait. La violence verbale qui fait très mal en fait parce que ça vient détruire l'être en fait. La violence verbale vient on a grandi beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qu'ils se sentent nuls parce qu'ils ont grandi parce qu'on leur avait toujours dit tu es nul en fait. Tu ne vaux rien. Et ça c'est très grave en fait. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer l'être de quelqu'un. C'est totalement interdit. Et puis, j'interpelle aussi là-dessus, c'est de dire que s'exprimer, donner sa position, sans qu'on ne soit peut-être d'accord, ne doit en rien engendrer la douleur ou la souffrance vis-à-vis de l'autre. Et c'est normal, toute douleur a besoin d'être écoutée.
Et n'oublions pas que la femme, c'est l'être aussi à l'image de Dieu, tout comme l'homme. Elle a besoin d'être protégée, elle a besoin d'être entendue et elle a besoin de dialoguer. La femme, c'est un être de dialogue, comme l'homme d'ailleurs aussi. D'accord. Oui, totalement. Et j'aimerais aborder, Patrick, autre chose avec toi. On se rend compte souvent, lorsqu'une femme se retrouve face à des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, peu importe, il y a comme une espèce de complicité entre les hommes, où ils n'arrivent pas, enfin, je ne sais même pas si je dois dire ne pas arriver, mais plutôt, ils choisissent d'avoir une espèce de solidarité que moi j'appellerais mal placée, et qui isolerait la femme et qui protégerait l'homme, en tout cas quand on est dans des situations conflictuelles, qui a tendance à protéger l'homme plutôt que la victime, en fait. Parce que les marques ne sont pas visibles, Tout à fait. les coups, en fait, on va te dire, mais il t'a pas tapé, il t'a pas fait du mal, il prend soin de toi, il te donne la popote à manger, il s'occupe des enfants. Oui, peut-être qu'il fait toutes ces choses, mais la vraie violence qui me détruit au quotidien, elle est insidieuse, elle n'est pas visible. Et cette solidarité, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je ne pense pas que la solidarité soit simplement auprès des hommes. Je me rappelle encore d'où je viens, j'ai souvent entendu une femme qui se plaint par exemple de l'infidélité de son mari. C'est sa propre famille, hein, sa propre maman qui lui dit: est-ce qu'il te rationne? En gros, est-ce qu'il donne l'argent pour faire les courses? Oui. Est-ce qu'il dort à la maison? Oui. Mais toi, tu veux quoi? Un homme doit avoir plusieurs femmes. J'ai souvent entendu ça, en fait. On voit bien le danger des stéréotypes, en fait. Comment ça peut miner une société, en fait. Cette femme qui le dit, je pense qu'au fond, elle n'apprécie guère cela. Mais elle a fini par trouver que c'était normal. La société a fini par lui faire croire, cette société patriarcale, a fini par lui faire croire qu'une femme doit être reléguée au second plan, en fait. Une femme n'a pas droit à la parole, une femme doit subir, une femme doit s'adapter. C'est en ça que je disais tout à l'heure, en fait. Et l'homme doit être fort, en fait. C'est ça. La femme doit pouvoir s'adapter et l'homme, toi, tu dois être fort. Parce que toi, tu es le patriarche, parce que tu dois garder la maison, en fait. Or, c'est dangereux, en fait. C'est comme si on a deux personnes, Ingrid, tu vois, qui forment 100%, et c'est comme si tu t'abstrains de 50%, en fait. De dire, moi, je suis le tout-puissant. En fait, c'est le besoin de toute puissance aussi. Hein. Et moi, mes 50% m'ont suffi pour 100%. Mais c'est une aberration. Parce que parfois, ces 50% peuvent te sauver la vie, peuvent vous sauver la vie, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Dieu nous parle d'une collaboration, d'un vis-à-vis d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, quand on parle, beaucoup parlent d'aide, en fait. La femme n'est pas l'aide. La femme, c'est le vis-à-vis. C'est celle qui voit ce que lui ne voit pas. Et exactement, l'homme aussi, ce qu'il voit, c'est qu'elle ne voit pas. Et c'est comme ça qu'on peut faire être dans la coopération et co-construire, en fait. Et j'aimerais bien te dire, j'ai déjà entendu des hommes qui sont anti le mot, en fait, équipe. Nous ne sommes pas une équipe. Je suis l'homme, tu es la femme. Ne me parle pas d'équipe. Mais anyway, je pense, sans te couper, que oui, c'est parce qu'il y a quand même aussi des problèmes, d'éducation là-dessus, parce qu'on a formé l'homme, également dans nos milieux aussi, hein, en disant que la vision, c'est pour l'homme. C'est l'homme qui détient la vision. Oui, j'ai même écouté certains de mes camarades, ne le prenez pas mal les gars, hein, qui m'ont dit, oui, la femme est là pour m'aider à réaliser ma vision. Non, c'est faux. La femme, comme l'homme, contribue à la réalisation de la vision du couple. Parce qu'elle aussi a accompli, en fait. Elle a un projet accompli que Dieu a mis également dans son cœur. Je pense que ça aussi, ça n'aide pas les choses. Ça ne va pas en aidant les choses. Totalement. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Patrick, qu'est-ce que ça fait à un homme quand une femme se libère? Tu as des questions vraiment assez puissantes, hein? Mais bon, très intéressantes. Qu'est-ce que ça fait à un homme quand une femme se libère? Je pense premièrement,
un homme normalement constitué, mais c'est difficile parce que nous avons tous des blessures. Je ne vais pas faire les hommes modélés. Oui, Patrick, il est clean. Non, non, non. Moi, je viens de quelque part. Je sais aussi toutes les blessures que j'ai. Mais je pense qu'en général, lorsque l'homme se sent mal à l'aise, il y a une chose, il y a parfois l'insécurité. Est-ce que j'aurai encore ma place? Est-ce que je suis assez encore, en fait? Ça craint. N'oublions pas, hein. N'oublions pas l'antichambre d'où vient l'homme, le patriarche. La société patriarcale a créé beaucoup de choses dangereuses, en fait. Parce qu'ils se sentent tout de suite insécures. Parce que d'où vient la domination? Parce que l'homme avait ce côté, c'est lui qui ramenait à manger. D'ailleurs, quand la femme, il n'était pas content, la femme, il dit, je ne te rationne pas, je ne donne pas l'argent pour que vous puissiez manger. Parce que c'est lui qui allait travailler et la femme était censée rester à la maison. Elle devait faire les devoirs. Elle devait assumer les devoirs, assumer l'éducation des enfants, lui ramener l'argent et puis ça s'arrêtait là. Le reste, c'était... Donc aujourd'hui, il se sent insécure parce qu'il se dit, mais elle s'est libérée, elle est autonome. Parfois, elle peut gagner même plus que moi. Mais qu'est-ce que je deviens? Il y a ce côté insécurité. Et puis la perte du contrôle. Je ne peux plus perdre le contrôle, je vais perdre le contrôle. Mais c'est quoi justement? Pourquoi ce besoin intrinsèque de garder le contrôle? Et en fait, ce mot même me dérange. Ça veut dire quoi garder le contrôle? Ça veut dire, en fait, pourquoi l'homme ne voit pas l'enrichissement qu'il peut avoir, d'avoir justement, tu en as parlé tout à l'heure, d'avoir un vis-à-vis qui va lui montrer d'autres alternatives? On ne peut pas avoir la science infuse. Déjà, en tant qu'être humain, on n'est pas tous pareils et on n'a pas la science infuse. Sinon, il n'y aurait pas des ingénieurs aéronautiques, etc., etc. Il n'y aurait pas de spécialisation. Tout à fait. Bah, en fait, on te forme en tant qu'homme, dans la société très patriarcale, à être fort, Ingrid. On te forme à être celui qui doit s'adapter, celui qui doit porter la famille. Attention, pour l'homme, c'est pas évident, parce que c'est un gros fardeau aussi. Il y a une pression sociale très forte, en fait. Un homme, on dit, tu dois teigner ta maison. Ta femme qui parle, on dit à l'homme, ah ben non, lui, c'est sa femme, excusez-moi, hein, qui met la culotte, hein. C'est lui qui met la culotte, hein, à la maison, hein. La femme, c'est elle qui a le pouvoir, hein. D'ailleurs, quand une femme essaye de vouloir discuter, de donner son avis, on voit déjà comment on peut réagir. Heureusement, les mentalités ont évolué, d'ailleurs. Mais ça reste quand même encore très très difficile en fait. Ça reste très très difficile. Et rajouter à ça également notre éducation parfois spirituelle aussi qui peut aussi, hein, je ne dis pas que c'est que ça en fait, qui peuvent nous remettre dans ce même joug en fait. L'homme c'est le chef. Mais c'est dangereux en fait. Parce que chef ne veut pas dire que c'est celui qui domine en fait. Et d'ailleurs dans Genèse, je n'ai jamais vu que Dieu a dit... toi tu es le chef, l'autre en bas. Dieu n'a jamais voulu une relation dominant-dominé. Il a toujours voulu une relation vis-à-vis. D'ailleurs, lorsqu'il nous dit voici l'arbre du bien et du mal, choisis ça et la vie, c'est qu'il veut établir une relation avec nous. Il n'est pas dans une logique de domination en fait. Il n'est pas dans une logique de père et fils qui ne peut pas s'exprimer. D'ailleurs, on dit qu'il prenait plaisir à venir discuter avec Adam au commencement. Il prenait plaisir à collaborer, en fait. Mais sauf que la société, et puis notre éducation aussi, même spirituelle, nous a conduit à ça, en fait. À nous mettre dans une position de pression, finalement. C'est une pression forte sur l'homme. Tu dois être le chef, tu dois trancher, même dans un domaine où tu n'as pas de compétences. Vous imaginez? Je ne suis pas spécialiste en finance. Ma femme maîtrise les finances, mais je peux m'appuyer sur elle parce que je suis le chef. Oh, c'est une aberration. À qui profite cela? À personne. Ce n'est pas le couple qui ressort grandi, en fait. Le couple ressort affaibli. De grâce, laissons nos positions de chef de côté. Travaillons en vis-à-vis, travaillons en collaboration, travaillons en relation. Apprenons à construire des liens, en fait. Ce qui nous fait rester ensemble, c'est le lien. Lorsqu'il n'y a plus de lien, la relation est morte. Une relation est bâtie sur un lien. Ne croyez pas que le lien ne s'entretient pas. Un lien, même quand il est bon, a besoin d'être entretenu. La preuve, si vous plantez une graine dans la terre, si vous n'arrosez pas,
elle ne va pas germer. Et c'est cet enrichissement qui fait que la relation est belle, parce que c'est une remise en question chaque jour, en fait. Croire qu'on ne doit pas se remettre en question, c'est dangereux. C'est la stagnation, en fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire, Ingrid. Totalement. J'aimerais te poser une autre question. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une femme, dans ce contexte qu'on est en train d'expliquer, ce contexte où l'homme ne comprendrait pas, qu'une femme finisse par dire stop? Qu'est-ce qui créerait, qu'est-ce qui selon toi, amène la femme à ce type de choix? Moi, je pense que rarement la femme va dire stop sur un seul événement. En général, c'est souvent une accumulation silencieuse. Parce que la femme s'est beaucoup gardée en elle. Ce qui n'est pas toujours le cas de l'homme. L'homme est un peu plus explosif. La femme prend le temps de méditer, en fait, comme je veux dire. Je vais appeler ça méditer, en fait. C'est souvent trop de non-dits. Des choses qu'elle n'a pas dites, mais qui sont restées à l'intérieur. Trop de compromis sur les valeurs, où à un moment donné, elle dit trop, c'est trop. C'est souvent aussi trop de blessures non reconnues. Voilà ce que tu m'as fait. Non, je ne pense pas. C'est toi qui avais tort. C'est toi qui as voulu me dire ceci. C'est toi qui as voulu me dire cela. Souvent, trop de fatigue émotionnelle aussi. Elle est épuisée. Elle n'en peut plus. Elle est sur le point de... C'est comme une rupture. Et toutes ces sensations arrivent à un moment où elle dit trop, c'est trop. Je ne peux plus continuer. Elle ne le fait pas parce qu'elle veut blesser l'homme. Je pense qu'elle le fait d'abord pour elle-même à un moment donné. Elle le fait en disant que si je continue ainsi, je veux me perdre moi-même en fait. Et je pense que c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, la femme, le déclic peut venir d'un événement de trop, d'une prise de conscience personnelle, d'une rencontre, d'une parole ou d'un moment de solitude où elle réalise qu'elle s'est oubliée. Totalement. Donc en fait, on est bien d'accord que le déclic, ce n'est pas souvent c'est souvent le dernier chapitre, j'ai envie de dire, mais pas le premier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant et elle sent en elle-même que si elle reste, si elle demeure dans cette relation qui peut être amicale, qui peut être dans le cadre d'un couple, comme tu as dit tout à l'heure, ou autre, voilà, elle sent qu'elle risque de se perdre en fait, finalement. Et donc, dans tout ce qu'on vient d'expliquer, dans tous les conseils que tu viens de donner aux hommes, qu'est-ce qu'un homme, selon toi, peut faire dans la vie de la femme sans prendre toute la place? Parce qu'on se rend bien compte que finalement, l'homme, il y a d'un côté des hommes qui comprennent ce que les femmes peuvent ressentir en termes de souffrance et qui refusent plutôt de s'impliquer dans la gestion de cette souffrance. Et il y a ceux qui se disent c'est pas mes affaires, elle n'a qu'à se gérer toute seule parce qu'elle a les capacités. On va rentrer partant du conseil que tu as donné aux hommes. Je pense que le profil que tu préconises, c'est le profil de ceux qui choisissent de regarder, de faire attention en tout cas à cette violence que la femme pourrait subir ou ressentir et d'y apporter une aide. Maintenant, la question c'est comment cette aide elle peut se dégoupiller finalement. Tu sais, avant de répondre, je voulais dire une chose, Ingrid. Tu sais, lorsque j'ai eu mon premier mariage qui s'est vraiment pas bien passé, au départ, j'en voulais beaucoup à mon ex-femme. Je passais mon temps à l'accuser. Mais en fait, un jour, je me suis posé la question, mais en fait, lorsqu'une relation ne réussit pas, ce n'est pas simplement le fruit d'une seule personne. Quelle était ma part de responsabilité? Et cette question a été très importante parce qu'elle m'a amené à faire un genre d'introspection sur moi-même en fait. Ce que je vais dire ici n'est pas un mode opératoire, mais c'est un peu ce que moi j'ai pu expérimenter. Je ne prétends pas détenir la vérité,
mais je prétends peut-être partager une pratique que j'ai exercée. Peut-être ça peut marcher pour un autre. Donc, première étape, je me suis attelé d'abord à travailler sur mes propres blessures que j'avais en fait. Comment je sais que dans nos sociétés souvent, c'est pas des réflexes qu'on a d'aller par exemple consulter un psychologue. J'ai dû le faire en fait. Et ça m'a aidé. J'ai dû me former. Mais quand je me formais en psychologie ou en relation d'aide, ce n'était pas pour accompagner les gens d'abord. C'était d'abord moi-même. Parce que je sentais que j'étais vraiment pas bien. Pas bien par rapport à ce que je sortais d'une relation de plus de 10 ans. Pas bien parce que ce qui m'a construit m'avait appris des choses que je ne retrouvais pas. Pas bien parce que je ne voulais plus vivre ça en fait. Et je me suis dit, pour cette fois-là, j'ai envie, moi d'abord, de travailler sur moi-même. Et cela m'a amené à comprendre une première chose, c'était de prendre le temps d'écouter sans corriger. Nous avons souvent ce réflexe naturel de vouloir donner des réponses aux gens, de vouloir expliquer lorsque quelqu'un nous parle. D'ailleurs, ma femme aime souvent dire, d'ailleurs à qui je fais un petit coucou, ma chérie, que ouais, ben, laisse-le parler, laisse-le terminer, en fait. L'écoute, parfois les gens ont simplement besoin qu'on les écoute. Parfois la femme a juste besoin qu'on l'écoute, sans chercher à se justifier, sans chercher même à résoudre le problème, en fait. Elle a besoin d'une oreille attentive. Ce que tu ressens, qu'on lui dit ce que tu ressens est important. J'entends ce que tu dis. Et ça, parfois, c'est une des premières choses que j'ai apprises, en fait. Cette écoute active. Et qui, aujourd'hui, m'aide énormément. Parce que parfois, comme tout couple, ça peut arriver, ou comme toute amitié, ou comme même avec les enfants. Je me rappelle encore, il y a quelques jours, voilà, j'ai dit à ma fille, ouais, je suis fâché contre toi. Elle me dit, ouais, mais papa, toi, tu ne m'écoutes plus. Chaque fois que je viens vers toi, tu me repousses et tout ça. Du coup, ça m'a attelé. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, j'étais... parce qu'en fait, ça s'entretient. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Je me suis dit là, il y a un truc que ma fille me dit là. Et un langage qu'elle me dit là. Et puis, je l'ai juste rappelé après. Parce que ce qu'elle m'a dit m'a touché, en fait. Parce que j'ai essayé de bâtir avec elle une relation, on va dire, de dialogue, en fait. Sans tabou. Il y a des choses qui ne me plaisent pas que je vais lui dire à ma manière. Mais j'essaye d'être le plus franc possible avec elle. Donc, du coup, tu vois, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, oui, quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais par là dire? Et on s'est expliqué. Elle m'a parlé. Je n'ai pas cherché à me justifier sur, voilà, si j'ai fait ça, c'est à cause de cela. Et juste ça, j'ai senti que ça lui a fait du bien. Donc, dans les préconisations que tu es en train de faire, première chose, apprendre à écouter la femme. Tout à fait. Sans la juger. Sans chercher à être le sauveur. Voilà, sans chercher à corriger. Ok. Est-ce que vous avez entendu, les hommes? On continue avec Patrick. La deuxième, c'est savoir prendre sa part de responsabilité. Sans se flageller, bien sûr. J'ai pris l'exemple de ma première relation où, à un moment, j'ai pris ma part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas fait sa part. C'est simplement, ce sur lequel j'ai le levier, c'est ma part, en fait. Je peux être fâché contre l'autre comme je veux, mais je n'ai pas de levier, en fait, dessus. Donc, ce qui peut m'aider, c'est ce sur lequel j'ai la main. Se dire, OK, je ne sais peut-être pas ce qu'il faut faire, mais au travers de ce que j'ai vécu, je sais ce que je n'ai plus envie de faire. Je sais ce que je n'ai plus envie de vivre, en fait. Comment est-ce que je prends ma part de responsabilité pour reconnaître aussi ma faute? Reconnaître ce sur quoi je n'ai pas réussi, mais peut-être que je ferai mieux demain. Voilà. C'est ça la deuxième chose que j'ai envie de dire, en fait. Savoir prendre le temps de prendre sa part de responsabilité. Maintenant, imaginons, on est dans... Parce que là, du coup, c'est vrai que tu es en train de présenter ça dans un cadre particulier. Le cadre, c'est... tu as eu le temps, en fait, d'avoir une coupure. Et d'avoir le temps de te préparer. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. En général, on est en plein dans le sujet. Ça peut être familial, ça peut être, comme je le disais tantôt, ça peut être amical. C'est pas à ce moment-là, comme on dit, c'est pas au moment où il y a la guerre qu'on apprend à tirer. Donc, quand on est dans cette situation de tension,
ce que je comprends dans ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui, c'est en fait prendre le temps aussi de se dire quelle est ma part de responsabilité. C'est ça? Ouais, c'est en fait, merci de le relever parce que c'est un point que je voulais aussi en parler aujourd'hui. En fait, je dis beaucoup d'en fait. C'est pas grave. Les gens, ouais, on ne nous a jamais appris à vivre avec le conflit. Oh, le conflit, c'est une bonne chose. Ne me prenez pas pour un maso, je veux m'exprimer. Vous savez, je vais prendre l'exemple de la Bible. L'arbre du bien et du mal, c'est le premier conflit, en fait. C'est vrai. Pourquoi Dieu met l'arbre du bien et du mal? Mais pourquoi, Seigneur? Tu n'as pas simplement mis l'arbre du bien. Comme ça, tu évitais que l'homme... Mais il y a un enseignement derrière, en fait. C'est que le conflit nous élève. Le conflit nous pousse à aller chercher d'autres ressources. C'est pour ça qu'on parle du bon heurte et du mal heurte. Bonheur, malheur. Ça vient de là. Or, on voit le conflit comme quelque chose, comme un mal heurte. Regardez ce qui s'est passé après le Covid. On n'a jamais, si je prends le numérique, les digitalisations, les sociétés, je me rappelle à l'époque, les Zoom, les Teams, personne ne voulait ça, personne ne croyait à ça. Mais regardez comment ça a poussé les gens à se développer. Aujourd'hui, par exemple, on peut signer, vous pouvez acheter votre maison de chez vous. Vous faites tout, on signe tout de façon digitale. En fait, on voit que derrière chaque conflit, il y a quelque chose qui ressort de plus fort. Parce que le conflit nous fait sortir de notre zone de confort, en fait. Ne détestez pas le conflit, aimez le conflit. Attention, le conflit n'est pas la violence. Je distingue bien. Conflit, pour moi, c'est une opposition de position. Je crois que ça vaut la peine de le opposition préciser. de position. On n'est pas d'accord sur cette position-là. Comment on fait pour arriver à collaborer? Comment on fait pour arriver au vis-à-vis? Parce que dans toute relation, il y a un dominant, un dominé, il y a de la souffrance. Dans toute relation où il y a un dominant et une autre personne qui ne dit ni A, qui ne fait rien, il y a de la souffrance. La bonne relation, c'est une relation de vis-à-vis, en amitié, en famille, en couple. Et c'est en ça que le conflit vient nous aider. Parce qu'elle va nous pousser à chercher cette opposition-là. Ne pas la voir comme quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui va nous faire grandir pour qu'on soit à la même position. Une question courageuse que j'attends de toi, que tu me répondes avec vérité et sincérité. As-tu déjà été complice par le silence face à un ami qui a été humiliant envers une femme, ou un collègue sexiste, ou une blague qui banalise la douleur d'une femme, ou même une situation où tu... Je veux te répondre en te disant de façon humiliante, oui, malheureusement, ça m'est arrivé, Ingrid. Et c'est pour ça que la connaissance est très importante, en fait. La connaissance, ce n'est pas l'intelligence. La connaissance, c'est d'être courageux pour apprendre, en fait. Apprendre ne veut pas forcément dire faire de grandes études. Ça veut dire prendre le temps de se renseigner sur des sujets, en fait. Là, on ne réussit pas parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on a l'humilité de se dire j'ai envie de découvrir. Et malheureusement, je ne connaissais pas. Ou alors, je protégeais certains intérêts. Ça peut être un chef au travail qui avait mal parlé à une collègue. Ou là, je me suis dit, si j'interviens, il va me mettre, je serai mal vu par lui. Et du coup, c'est du pur égoïsme, hein, ça, je le reconnais. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir pris le temps justement de comprendre aussi la souffrance que pouvait avoir une femme, la souffrance que pouvait avoir une fille aussi, un être inférieur, parce que parfois il y a aussi des hommes qui sont, on parle des femmes aujourd'hui, mais il y a aussi des hommes qui sont violentés. C'est de se dire que aujourd'hui je choisis de ne plus laisser ces choses se faire devant moi. Non pas en réagissant en violence, mais en m'exprimant de façon respectueuse, en exprimant ma position. J'ai été confronté par moments où on m'a dit, je suis certain qui était par exemple dans mes équipes de me dire ouais celui-là il faut que tu t'en sépares à tout prix. Malheureusement c'est arrivé des fois où j'ai pris des décisions en me disant non je ne le ferai pas. Hier est-ce que je l'aurais fait? Certainement pas.
Ça m'a parfois coûté cher. Ça m'a coûté cher d'ailleurs, pas parfois. Mais simplement, j'étais fier parce que je ne l'ai pas fait parce que je veux rentrer en confrontation, en guerre, mais parce que je me dis qu'il n'y a rien de pire que lorsque tu perds tes valeurs. En fait. Lorsque tes valeurs sont bafouées, c'est difficile. C'est comme si on venait déchirer quelque chose à l'intérieur de toi, en fait. Oui, Ingrid, effectivement, ça m'est arrivé, mais aujourd'hui, j'espère que ça ne m'arrivera pas parce que chacun de nous fait son chemin. En fait, il est important de comprendre que ceux qui le font, ils ne le font pas parfois parce qu'ils sont méchants, parce qu'il y a aussi l'ignorance, en fait. Parce que, vous savez, il y a la notion également du groupe. Se retrouver seul, c'est très difficile, en fait. Se retrouver seul, ça peut être dans son église, ça peut être à son travail. Le fait que vous passez pour un paria demande du courage, en fait. Et ça demande à accepter que mes valeurs sont celles-là et je veux m'y tenir, en fait. Je ne dis pas d'aller s'isoler, mais simplement d'avoir des valeurs qui prennent en compte le prochain comme toi-même, en fait. C'est ça aussi le prochain comme toi-même. Ok, merci beaucoup pour cette belle phrase. Parce que effectivement, si on arrive à aimer l'autre, à aimer son vis-à-vis, donc l'autre être humain comme soi-même, il y a des choses qu'on s'éviterait de faire au-delà des cultures, au-delà de tout enseignement, en fait. C'est ça. Ok. Ma dernière question, Patrick, nous sommes en train d'atterrir tout doucement vers la fin. Est-ce que tu peux donner 3 conseils aux hommes aujourd'hui? Oh, Ingrid, tu me mets la pression. Hein. Attention, les gars, c'est pas un conseil, c'est des bonnes pratiques, je vais dire. Un petit peu, une bonne pratique, un échange de bonnes pratiques, ce qu'on appelle encore des tips. Je pense que les gars, nous gagnerons, je m'inclus là, à prendre le temps d'écouter nos femmes, nos amis, filles, nos enfants aussi. Parce que on n'a pas la science infuse, en fait. On ne connaît pas tout. Parce que l'autre peut voir ce que nous ne voyons pas. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, parfois, laissez simplement la personne s'exprimer, sans chercher à juger, sans chercher à avoir raison, en fait. Au bout du bout, ce n'est pas celui qui a raison. Ce n'est pas avoir raison qui est le plus important. Finalement, c'est la relation qui est le plus important. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est prendre le temps de partager ensemble, en fait. Partager des bons moments, partager des moments d'échange, des moments de communion, que ce soit en famille, parce que ça renforce les liens aussi. Parce que le partage nous met à ceci de fort, c'est que ça nous donne de pouvoir maintenir une dynamique, un certain enthousiasme, prendre le temps, en fait, pour l'autre, en fait. Troisième chose que j'aimerais échanger avec les hommes, ce n'est pas facile celui-là, c'est de se dire que la femme est mon vis-à-vis. Je sais les gars qu'on a dit que l'homme c'est le chef. La femme c'est mon vis-à-vis en fait. Ma transformation passe aussi par sa transformation. En fait. Et qu'une relation est dynamique. Une relation qui ne s'entretient pas meurt. Il ne faut pas croire que oui, bon, ça lui passera. Oui, mais on a toujours fait comme ça. Non, en fait. Je le dis parce que d'ailleurs, avec mon épouse, on en parlait encore il y a quelques 2-3 jours. Elle me disait, mais chérie, il faut encore peut-être qu'on écoute, parce qu'on avait suivi un enseignement sur les couples. On s'est formé sur les couples, justement pour nous, et aussi pour pouvoir accompagner des couples demain, parce que c'est vraiment de nos battements. On s'est dit, mais notre relation évolue. On voit bien que parfois, quand on veut encore remettre les mêmes recettes qui ont marché hier, c'est difficile, c'est un peu électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le conflit. Donc, on est dans une opposition de position. Et qu'est-ce que ça fait? C'est un bonheur. Donc, ça veut dire que ça va nous challenger encore. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. Parce que Dieu nous invite à une relation dynamique. Vous imaginez comment on s'ennuierait? Et c'est ça la relation aussi avec l'ami, avec le couple. Si elle ne s'entretient pas, et puis, n'hésitons pas à nous former, franchement. N'hésitons pas à nous former
J'ai parlé beaucoup des couples, en fait. C'est également avec nos enfants, quand ils grandissent aussi, on ne peut pas parler à un enfant qui a 5 ans comme la même chose à un enfant qui a 15 ans. Non, en fait. Même à son propre bébé, j'ai mon petit bébé là. Aujourd'hui, si je lui donne le lait qu'il avait à 6 mois, il va cracher, en fait. Donc, on évolue. Donc, les gars, c'est magnifique d'avoir une bonne relation. Et quel plaisir lorsqu'on rentre à la maison et qu'on sait qu'il y a la paix, lorsqu'on sait qu'il y a l'amour, lorsqu'on sait qu'il y a la bienveillance. Quoi de mieux? Merci Ingrid. Merci plutôt à toi Patrick pour cet échange vraiment sincère et riche. Nous arrivons pratiquement au terme de cet épisode 5. J'aimerais vraiment que tu laisses un message à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Merci Ingrid. La liberté des femmes ne devrait pas être une menace pour les hommes. Elle peut devenir une invitation à des relations plus vraies, plus aimantes, plus justes. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur de la liberté, de l'autre. Là où il y a Christ, il y a une restauration de la dignité par la femme comme par l'homme. Merci beaucoup Patrick, merci pour cette note finale qui est plein de sens et surtout qui donne de l'espoir dans la relation homme-femme. On peut le dire, aujourd'hui les hommes ont mis des mots sur un mécanisme. La liberté volée naît souvent d'un modèle appris, celui où l'amour se confond avec la possession. Et ce modèle, il ne tombe pas du ciel. C'est un héritage, un mauvais héritage. On a appris à beaucoup d'hommes qu'être un homme, c'est tenir une femme, tenir une famille, tenir une maison, tenir une autorité. Alors quand une femme se libère, ce n'est pas seulement une femme qui respire, mais c'est un système qui tremble. Parce qu'au fond, ce qui fait peur à certains hommes quand une femme se libère, ce n'est pas qu'elle parte, mais c'est qu'elle n'ait plus besoin, c'est qu'elle ne se plie plus, c'est qu'elle choisisse, c'est qu'elle dise non sans trembler. C'est aussi une peur plus silencieuse en tant qu'homme, celle d'être remis face à soi-même, face à ce qu'on a reproduit, face à ce qu'on a cru normal. Voilà pourquoi ce combat n'est pas seulement féminin. C'est un combat de transformation. Et il demande aux hommes une chose très rare, apprendre à aimer sans posséder. Il demande aussi aux femmes une chose immense, apprendre à ne plus survivre en se réduisant. Il leur demande de désapprendre la peur, de désapprendre la culpabilité, de désapprendre le réflexe de s'excuser d'exister. Et surtout, il leur demande de reconnaître une vérité parfois très douloureuse. Ce qu'on a appelé amour était une cage. Une femme libre ne détruit pas l'homme, non. Elle détruit seulement le rôle qu'on lui avait donné. Mais une société ne change pas seulement avec des prises de conscience. Elle change avec ce qu'elle transmet. Dans l'épisode 6, on parlera donc d'héritage, de responsabilité masculine et de transmission. Merci d'avoir écouté Cible, la femme vue par les hommes. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. S'il t'a touché, partage-le, abonne-toi et surtout, parle à une femme, à un homme, à une amie, à un ami. Car la liberté volée commence dans le silence et la liberté reconquise commence quand quelqu'un ose dire « ce n'est pas normal ».